Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur 4 grosses entreprises du CAC 40. Je vous avais déjà fait ce genre de vidéo il y a environ 2 mois, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si cela vous intéresse, c'était sur Hermès, L'Oréal, Schneider Electric et Total Énergie. Donc je vais vous parler de fondamental avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, de la technique sur TradingView en données plutôt hebdomadaires voire mensuelles pour avoir une vision très long terme et voir si on a des points intéressants pour ces 4 entreprises. Et on verra tout ça sur Zone Bourse, sur Morning et sur TradingView. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec LVMH en 2 parties. Première partie, on verra les fondamentaux des 5 dernières années sur LVMH, que ce soit son ROE, son bénéfice net par action, son PER, son PE ratio, voire son leverage, sans oublier ses comptes de résultats de ces 5 dernières années. On verra tout ça sur Zone Bourse. Après, on ira voir sur Morning tout ce qui concerne son dividende. Depuis combien de temps LVMH verse un dividende, est-ce qu'il est en constante augmentation, combien est le rendement sur dividende par rapport à son cours de bourse sur LVMH, et on finira par la partie technique sur TradingView comme d'habitude. On verra en hebdomadaire, voire mensuel, où se trouve LVMH, est-ce qu'on a des zones techniques importantes, support, résistance, voir les moyennes mobiles à surveiller pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur LVMH. Pour mon cas, me renforcer étant déjà actionnaire sur LVMH. Donc on verra tout ça ensemble et on fera la même chose avec Saint-Gobain, Essilor-Luxottica et Air Liquide. Et pour moi, très important les deux parties, que ce soit le fondamental et la technique, parce que ça va ensemble. Quand on a des entreprises fondamentalement très solides, la plupart du temps, le graphique est haussier. Inversement, les fondamentaux, c'est pas tous les jours. La technique, le cours de bourse change toutes les minutes. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est primordial d'avoir une vue sur les deux, le fondamental et la technique. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. Donc sur Zone Bourse, comme je vous l'ai dit, on va commencer avec LVMH pour ses fondamentaux. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à aller pour les entreprises qui vous intéressent, aller sur leur site internet, parce que il y a énormément d'informations, il y a énormément de sites bien évidemment qui partagent tout ce qui est ratio financier, etc. Mais faites vos propres recherches sur différents sites internet, etc. pour avoir un maximum d'informations avant de prendre une décision pour un investissement long terme, court terme, etc. Les recherches sont très importantes. De toute façon, il y a plus de 99% du temps en bourse que on est inactif. Voilà, cliquer pour acheter des actions, ça prend une seconde. Vendre une action, ça prend une seconde. Le reste du temps, c'est des recherches, des recherches sur des sites internet, regarder les graphiques, etc. Donc ne négligez pas cette partie recherche qui est pour moi très très importante. Donc au niveau d'LVMH, on va commencer par son compte de résultats. On est sur des données annuelles, donc on voit très bien que c'est une constante augmentation du chiffre d'affaires. Bien évidemment, il y a eu la baisse au niveau du crash Covid, de l'année Covid 2020. Après 2021, 2022, 2023, augmentation du chiffre d'affaires. On est sur des marges d'exploitation qui tournent aux alentours des 26, 25, peut-être une baisse à venir pour 2024. Les résultats semestriels qui viennent de tomber sont pas jolis. C'était prévu. On va voir son cours de bourse qui est sur une tendance baissière. Donc a priori, c'est un peu pricé par le marché. Voilà.
pour moi, le luxe, il faut être patient. On a ce problème au niveau de la zone géographique de la Chine. Donc prudence, je pense, sur tout ce qui est luxe. Bien évidemment, les actions qui sont les plus faibles, comme Kering, soufflent plus. Les sociétés plus fortes comme Hermès résistent le mieux, mais sont quand même en baisse. Donc je pense qu'il ne faut pas se presser pour se positionner sur des sociétés du luxe, que ce soit LVMH, Kering ou Hermès. Sans oublier la partie aussi spiritueux qui souffre énormément. Donc on verra tout ça dans les semaines et mois à venir. Donc au niveau du compte de résultat, c'est fondamentalement solide. Des marges à plus de 25%, c'est pas mal. Chiffre d'affaires en augmentation. On va aller voir maintenant un peu plus bas. On peut regarder par exemple on peut regarder le PER qu'on retrouve ici. Ça c'est aussi intéressant parce qu'on a un PER, on est sur 5 ans une moyenne à 32,6 fois. Je vous rappelle le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Pour le PER, il faut toujours aussi comparer par rapport à ses voisines dans le même secteur d'activité. LVMH, il faut le comparer avec Hermès, L'Oréal, Kering, etc. On ne va pas comparer le PER d'LVMH avec par exemple du BNP Paribas qui n'a pas du tout les mêmes PER dans le secteur de la finance que dans le secteur du luxe. Ce qui est intéressant, c'est de comparer déjà par rapport à ces 5 dernières années. On voit que le PER 2023 était à 24,2 fois. Bien évidemment, le Covid à 54, on est sur une moyenne à 32. Si on rabaisse un peu, si on enlève l'année du Covid, on serait peut-être sur une moyenne d'en dessous de 30 fois, sur du 27. Donc on voit qu'il a tendance à baisser. Comme son cours de bourse baisse, on a un PER aussi qui baisse. Pour moi, on est sur un PER moyen intéressant ici à 24 fois pour LVMH. C'est plutôt correct. Un PER à 24, on verra sur cette année 2024 qui peut-être reviendra vers les 20 fois. Pour moi, c'est une valorisation tout à fait acceptable au niveau d'LVMH, un PER qui serait vers les 20 fois. On verra les résultats fin d'année 2024 et on fera point en 2025. Voilà, après, bien évidemment, il y a plein de ratios, mais on va pas tous les faire parce que la vidéo va durer trop longtemps. Après, ce que j'aime bien aussi regarder sur les ratios, c'est le ROE ici qu'on retrouve. Le ROE qu'on retrouve ici. On va regarder l'historique au niveau de son ROE. Donc le ROE, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Ce que j'aime bien, c'est un ROE au-dessus de 10 fois pour les, on va dire, pour les entreprises hors luxe. Pour le luxe, plus de 20%, c'est déjà pas mal. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est son évolution année après année. Comme pour LVMH, on est sur un ROE 2021 à 28%, 27, 26. Donc on voit que le ROE a tendance à baisser depuis le Covid et ce qu'on a avant Covid 2019. Voilà, on avait un ROE de 19%. On voit qu'il avait fortement augmenté après l'année 2020 et là est tendance à baisser. Pour les années à venir, les prévisions, on devrait encore baisser au niveau du ROE 22. Donc peut-être que 2024, on va encore baisser par rapport à 2023 sur le ROE. Comme on a vu les semestriels, ça serait pas étonnant. On a des résultats plutôt pas top. Donc je pense que le ROE va baisser par rapport à 2023. Mais après, peut-être qu'on sera sur le plancher, comme on dit. On sera peut-être après prêt à repartir en 2025 et 2026. Et un ROE qui pourra repartir à la hausse et reprendre par exemple 23% au niveau du ROE. Après, on peut regarder le leverage,
très important, le leverage, c'est tout ce qui concerne les dettes. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc au niveau de LVMH, rien à signaler de particulier. 0,42 fois en 2021, une fois 2022, une fois en 2023. Donc on a un leverage voilà, très bien maîtrisé, rien à signaler. Ce que je regarde au niveau du leverage pour les entreprises, c'est que qu'il soit inférieur à 3 fois, surtout par les temps qui courent, avec des taux qui sont plutôt élevés. Donc attention pour les entreprises qui sont plutôt endettées. On est dans une période un peu néfaste pour ces entreprises, avec des taux qui sont qui vont être de plus en plus élevés. Donc intéressant de prendre des entreprises qui ont un minimum de dette et surtout un leverage qui est toujours voilà, sur LVMH, qui tourne toujours aux alentours d'une fois. Ce qui est inquiétant, c'est un leverage qui est une fois à 0,3, après à 3 fois, ça rebaisse à une fois. Il y a des entreprises, voilà, qui c'est un peu les montagnes russes au niveau des dettes, donc ça peut faire fuir des investisseurs parce que ils peuvent estimer que c'est un peu mal maîtrisé au niveau des dettes. Ensuite, on peut aller voir ici le payout ratio. Le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. C'est aussi très important pour une société comme LVMH qui verse un dividende depuis de nombreuses années. Si on a un dividende qui augmente chaque année et un bénéfice net qui stagne ou qui baisse, on aura mécaniquement un payout ratio qui augmentera, et un payout ratio qui augmente de plus en plus, et ben c'est inquiétant pour l'entreprise. Au niveau d'LVMH, rien d'inquiétant. 2021, on était à 29% au niveau du payout ratio. On est monté à 42. On voit que c'est stable. C'est ça aussi qui est important, un payout ratio stable. Il y a des entreprises qui ont des hauts payout ratio, mais qui sont stables. Donc tant que le payout ratio est aussi stable, pour moi, il y a rien d'inquiétant. C'est plutôt intéressant. Payout ratio, pour moi, en dessous, pour des entreprises de croissance comme le luxe, en dessous de 50%, ça me va personnellement très bien. Là, on est sur du 45, 43, ça va, je pense, continuer. Donc, comme je vous l'ai dit, tant que le bénéfice net par action, il est où le bénéfice net par action? Bénéfice net par action de LVMH, il est là. On le retrouve ici. Donc tant qu'on a un bénéfice net par action qui augmente, on voit 14, 9,32 € pour 2020. Après on est reparti 2021 sur du 23,89, 28, 30. On voit les augmentations, 17%, 8% d'augmentation. Là 2024, comme on a un ralentissement, devrait rester à peu près le même que 2023. Donc on verra si LVMH au niveau du dividende reste sur le même montant ou augmente un petit peu. Si LVMH augmente un petit peu, on sera sur un payout ratio voilà, stable ou une petite augmentation. Peut-être qu'on va se rapprocher du 50%. On verra bien, mais après pour les années à venir, faudra réaugmenter si on veut que LVMH, sans se mettre en difficulté, arrive à augmenter son versement de dividendes. On verra bien. Pour le bénéfice net par action, après il y a d'autres possibilités parce que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part des bénéfices attribués à chaque action. Donc soit on a des résultats excellents et un bénéfice net qui augmente avec le résultat net, soit il y a aussi le rachat d'actions. Comme c'est divisé par le nombre d'actions, si l'LVMH, comme le font assez souvent des entreprises avec énormément de cash, rachètent leur action, on aura aussi un bénéfice net par action qui augmentera sans même que le résultat net soit supérieur à l'année précédente. J'espère que vous arrivez à me suivre sur ces explications, mais voilà, il y a deux possibilités. Pour LVMH, bon, j'ai pas trop, je pense, de soucis à me faire sur les prochaines années, même si là on a un ralentissement économique au niveau de la Chine et exposé, pas essentiellement, mais beaucoup exposé au marché chinois. On a une baisse de cette partie du globe.
On verra bien ce que ça va donner le résultat annuel. Faut, je pense, comme je vous l'ai dit, être patient. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon sur TradingView avec quelques ratios financiers. Pour conclure, pour moi, on est sur une entreprise qui a, on va dire, pas en transition, mais on voit, voilà, depuis le début de l'année, on est sur une performance de moins 10% sur LVMH. Pour moi, c'est justifié. On voit un ralentissement, on a vu les semestriels pas top, donc un cours de bourse qui baisse lentement, sûrement. Jusqu'à quand, ça va être la question qu'on va essayer de voir sur la partie technique. Maintenant, je pense qu'elle arrivera à repartir de l'avant peut-être en 2025. Voire 2026. Pour moi, c'est du très long terme LVMH sur du 15-20 ans, donc pas trop de soucis à se faire pour le moment. On est sur un ralentissement économique de la zone en Chine, la zone Asie. On verra ce que ça donne, mais au niveau des fondamentaux, c'est plutôt intéressant, correct. On est sur les dettes maîtrisées, le leverage maîtrisé, une action à dividende comme on va voir sur Money. Donc voilà au niveau des fondamentaux d'LVMH sur zone bourse. On va passer maintenant sur Morning. Donc Morning, site que si vous connaissez pas aussi, très intéressant. Il y a une partie gratuite, une partie payante. Il y a un forum aussi avec pas mal d'informations, des partages très constructifs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour fouiller tout ça. Donc sur LVMH, on a par exemple une sûreté du dividende de 16, un score de croissance qui est en baisse mais qui est toujours de 11. Ce qui est intéressant au niveau de son dividende, c'est sa croissance sur les 5 dernières années de 18%. On est sur un bénéfice par action de 27,92 comme on a vu. Le PER est à 23, on l'a vu aussi. Ce qu'on peut regarder, c'est sa droite de régression. C'est la moyenne de prix depuis 2008, la droite rouge. On voit qu'on est en dessous. On est en dessous de sa moyenne de prix. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers les 500 euros, qui serait un écart type en dessous de sa droite de régression, peut-être. Mais on suivra ça de près. On voit que des fois elle passe sur un écart type comme en 2016. Des fois elle va un peu plus haut. On voit qu'elle zigzague plutôt bien sur sa droite de régression. Donc on verra sur la partie technique ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on peut regarder sur LVMH, là on retrouve le PER. On voit qu'il a tendance à baisser. 2022, on a vu tout ça ensemble. La valorisation par rapport à sa juste valeur théorique, on voit qu'on est toujours un peu élevé. On est un peu élevé, juste valeur serait vers les 550 euros. On va voir si on va y arriver durant cette fin d'année 2024. Et puis son historique de dividende, très important sur LVMH. On est sur un dividende sans interruption versé depuis plus de 30 ans. On est sur 2 fois par an. Un premier acompte en décembre et le reste en avril. Dernièrement, c'était 13 euros au niveau de la somme. On voit, voilà, depuis 2012, on est à 2,61. 2024, soit en 12 ans, on est à 13 euros. Donc c'est vraiment une forte croissance au niveau du dividende. C'est vraiment intéressant avec, on n'a pas vu en haut, mais le rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 2%. Donc c'est le cocktail parfait pour ma stratégie. Une valeur de croissance avec un versement de dividende, un rendement très intéressant parce que 2% c'est pas mal sur une valeur de croissance. Donc c'est pour ça que j'ai du LVMH sur mon portefeuille long terme. Voilà, après ce qu'on peut regarder d'autre, c'est les segmentations des ventes. Toujours intéressant de voir où c'est que l'entreprise fait la majeure partie de son chiffre d'affaires. On est sur du Asie, comme on a vu, 30%. Et c'est le problème en ce moment sur cette zone Asie hors Japon, donc plutôt la Chine. On est sur du États-Unis, 27%, et France, plus l'Europe, on est sur du 25-26%. Donc on est bien réparti géographiquement au niveau des LVMH, parce qu'on est sur les 3 zones économiques, que ce soit les États-Unis, la zone euro et la Chine. Si on met Chine-Japon, on est sur presque du 40%. Après, on a 27 États-Unis et le reste sur la France et un peu en Afrique.
Donc répartition intéressante. Surtout ce que j'aime bien aussi sur LVMH, c'est ce qu'elle vend. On est aussi sur pas mal de produits. On a tout ce qui est mode maroquinerie qui représente environ 50%. On a les ventes détails sélectifs, 19%. C'est tout ce qui est par exemple les magasins Sephora, donc c'est très intéressant parce que sur du Sephora, on n'est pas sur de l'ultra luxe, on est sur de la consommation que tout le monde a, je pense, déjà acheté sur Sephora, etc. Et on a tout ce qui est monde bijoux, 13%. Vin et spiritueux, comme on a vu, difficulté, mais LVMH réalise que 9% du chiffre d'affaires, donc c'est plutôt bien. Et on est parfum, cosmétique, 8%. Là, comme j'ai vu aussi Interparfum, très bon résultat au niveau des tout ce qui est parfum cosmétique. LVMH 8%, donc peut-être augmenter cette partie serait intéressant pour l'avenir au niveau d'LVMH. Donc voilà au niveau de sa répartition géographique et du chiffre d'affaires qui est pour moi plutôt intéressante au niveau d'LVMH. C'est pour ça aussi mon choix s'est fait sur LVMH et peut-être moins sur Hermès parce que j'hésitais entre les deux. Hermès bien évidemment c'est l'ultra luxe, mais LVMH c'est plutôt presque comme un ETF luxe. On est sur de la haute qualité avec la mode, la maroquinerie. On est sur de la qualité, je vais pas dire moyenne, mais sur des achats que tout le monde peut faire avec par exemple Sephora. On est sur des montres bijoux aussi haute qualité, des vins spiritueux avec pas mal tout ce qui est champagne, etc. Et parfums cosmétiques aussi intéressants. Donc voilà, chiffre d'affaires, on retrouve tout ce qu'on a vu sur Zone Bourse. Donc n'hésitez pas, on va pas tout faire, d'aller faire un tour par vous-même sur Morning, parce que c'est un site que je trouve intéressant pour surveiller, pour regarder ce qui s'y passe. Donc voilà au niveau des fondamentaux d'LVMH, qui est pour moi parfaitement dans ma stratégie, valeur de croissance, valeur qui verse un dividende depuis plus de 30 ans, un dividende qui ne cesse d'augmenter chaque année parce qu'elle arrive à augmenter son bénéfice net par action. Donc elle coche toutes les cases pour ma stratégie. Maintenant, on va voir tout de suite sur la technique quand rentrer sur LVMH. Et voir si on a des zones techniques intéressantes sur TradingView. On va passer sur la technique maintenant. Bon, je vous la montre assez souvent. Je vais vous la remontrer en plus samedi parce que je vais vous faire ma vidéo mensuelle de mon PE à long terme sur Boost Direct que je vous fais tous les débuts de mois, comme on sera début août. Donc LVMH. Techniquement, voilà, vous avez mes zones d'intérêt que je vous ai mis. J'avais la moyenne mobile 200 hebdo qui passait vers les en dessous de 700 €. Ça n'a pas du tout tenu. On voit, là on est sur de l'hebdomadaire. On voit que ça n'a pas tenu. Il n'y a même pas eu de bougie hebdo verte sur les moyennes mobiles 200. Ça a cassé la semaine dernière. Cette semaine, je tourne cette partie de LVMH lundi. C'est pas joli non plus. On est sur une zone d'intérêt vers les 660 €. Mais voilà, je ne me précipite pas à acheter. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans ce canal baissier. Et tant qu'on ne sortira pas par le haut, je pense rien faire. Ce que j'aimerais, sur LVMH, c'est quelque chose comme ça, une sortie du canal baissier comme en 2022. Comme en 2023 sur cette baisse, c'est à peu près la même chose. Maintenant, j'attends patiemment. Peut-être qu'on sortira que début de 2025, on sera vers les 600 €, 560. Mais tant qu'on ne sort pas de ce canal baissier, qu'on valide pas le passage de la moyenne mobile 10 hebdomadaire avec une belle bougie verte, comme on avait eu ici, je pense que je vais pas me renforcer sur LVMH. Peut-être que là on a fait un point bas et que dans quelques semaines, on va casser la moyenne mobile 10 et l'oblique baissière sur ce canal. Ça fera une augmentation de 8%, mais je préfère perdre entre guillemets les 8 premiers pourcents de hausse sur LVMH et avoir vraiment des certitudes sur une reprise, etc., que d'en reprendre ici à 655 €, mais peut-être que dans 6 mois, elle sera à 560.
Donc je suis prudent. Je suis prudent sur LVMH. La droite verticale, c'est la semaine où j'en avais pris. Depuis le 9 mai 2022, bah, j'en avais pris vers les 560 euros. Et bah, je n'ai pas renforcé sur LVMH, donc j'attends une opportunité. Les opportunités, ben, on est à 655. Est-ce que ça va être la bonne et que ça va repartir? Je n'en sais rien. Après, j'ai une autre zone, si ça casse, comme c'est en train de le faire, et ben j'ai cette zone aussi, je pense intéressante, belle zone de polarité, les 600 euros. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à 600 euros avant la fin de l'année? J'ai ce support oblique haussier qui est tracé depuis un long moment. Voilà, quand on était à 900 euros, on me disait elle reviendra jamais à 600. Pour le moment, elle en prend le chemin. Est-ce qu'elle y reviendra? On ne sait toujours pas. Mais voilà mes zones. Cette zone de moyenne mobile 200, bah, pour le moment, on va l'écarter. On va plutôt mettre la zone plus basse comme zone potentiellement intéressante. Voilà au niveau de la technique sur LVMH. Patience, c'est vraiment le mot pour tout ce qui est même les autres, hein, même Kering, même Hermès. On verra les résultats qui vont être publiés de L'Oréal. Mais vraiment patience. Ça fait depuis le mi-mars que LVMH est sur une tendance baissière en hebdomadaire. Si on se met rapidement en mensuel, est-ce qu'on a quelque chose? On est de retour sur la M50 mensuelle. On verra bien si elle tient ou pas. Voilà, M50 mensuel, c'est une grosse zone parce que ça fait depuis 2016 que LVMH n'a pas cassé sa moyenne mobile mensuelle. On était revenu en début 2024 vers cette moyenne mobile. Là, on est peut-être en train de la franchir. Donc prudence sur LVMH. On attend patiemment une opportunité. À voir si dans les prochaines semaines, on arrive à sauver les 650 euros ou pas. Et si on se rapproche vers les 600 euros, qui serait une très belle zone. Mais pour moi, tant qu'on ne casse pas ce canal baissier par le haut, eh ben je ne me renforcerai pas sur LVMH. Le RSI, c'est baissier comme sur le graphe. Donc rien de particulier d'autre à dire sur LVMH, à part prudence et patience. Allez, c'est parti maintenant pour Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, on va commencer avec son historique de compte de résultats pour voir qu'on a eu aussi un chiffre d'affaires qui a augmenté presque chaque année, sauf en 2020. Ce qui est intéressant, c'est sa marge d'exploitation aussi qui augmente chaque année. On a même eu une augmentation de marge d'exploitation entre 2022 et 2023, même avec un chiffre d'affaires en baisse. Donc c'est intéressant. On est sur à peu près 11% de marge d'exploitation. Mon niveau que je trouve intéressant qu'on est au-dessus, c'est les 10%, surtout dans ce secteur d'activité, un peu l'industrie comme Saint-Gobain. On est voilà sur du 11%. C'est, on va dire, correct, pas exceptionnel, mais plutôt correct, je pense, si on arrive à tenir comme les prévisions, une marge d'exploitation qui a tendance à aller vers les 12%. Ensuite, on peut voir par exemple le PER, pour voir la valorisation de Saint-Gobain. Le PER, il est où? PER, ici. Donc le PER plutôt faible. La valorisation de Saint-Gobain, on est sur une moyenne sur 5 ans de 18 fois, mais si on enlève les 44 fois en 2020, on est voilà vers 10 fois. 10 fois, c'est pas beaucoup. Après, c'est pour Saint-Gobain, on va dire que sur cette année, peut-être 2024 vers les 13 fois, comme 2023, 12,7. On est sur un peu la moyenne basse. Si on retourne plus dans le passé, voilà, on est un peu en dessous de la moyenne sur Saint-Gobain, mais rien de particulier à signaler à part une faible valorisation. Alors est-ce que le cours va fortement augmenter dans les prochaines années pour avoir un PER après qui sera vers peut-être 20 fois? Je n'en sais rien. Voilà, au niveau de Saint-Gobain, faible, on va dire, au niveau de la valorisation, même s'il y a bien plus faible, bien évidemment, au niveau du PER. Ensuite, on peut aller voir le bénéfice net par action, qui est intéressant à regarder parce que Saint-Gobain verse bien évidemment un dividende, sauf l'année 2020.
Elle n'a pas versé de dividendes sur les résultats de 2019 avec le crash du Covid. Dommage parce que elle en verse souvent. Là, elle a préféré couper son dividende. Bon, il n'y a pas que elle qui a fait ça en 2020 avec le Covid, mais voilà, c'est plutôt dommage. Mais après, elle a réussi à bien augmenter son bénéfice net par action, que je vous rappelle, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part des bénéfices attribués à chaque action. Donc plus on va avoir un bénéfice net par action qui va réussir à augmenter chaque année, plus Saint-Gobain pourra aussi augmenter la somme de son dividende sans se mettre en difficulté par rapport à son payout ratio. Donc au niveau de Saint-Gobain, bénéfice net par action, on était à 4,79 en 2021, on est bien augmenté à 5,84. 2023, on est redescendu à 5,26. Donc on voit une augmentation de 21%, là une baisse d'à peu près 10%. On devrait être sur cette année 2024 vers les 6 euros de bénéfice net par action. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis après on verra les années à venir, mais on est sur un bénéfice net qui augmente chaque année, plutôt intéressant aussi pour une action qui verse un dividende. On va tout de suite aller voir le payout ratio pour voir combien de payout ratio à Saint-Gobain. Donc le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc on est toujours aux alentours des entre 30 et 40%. Donc tout à fait acceptable, très correct. Pour moi, un payout ratio inférieur à 50% dans ce genre de secteur. Voilà, c'est pareil, il faut bien évidemment se référer au secteur, aux autres entreprises du même secteur pour comparer, que ce soit le PER, le payout ratio, etc. Là, on est sur un payout ratio très bien maîtrisé. 34-40%, ça devrait continuer. De toute façon, je pense que la politique de Saint-Gobain, c'est d'avoir toujours un payout ratio très faible. Par exemple, là, 2020, ils ont coupé, ça s'est pas actualisé avec sur Zone Bourse, mais s'ils avaient versé un dividende d'1,33€ comme c'est écrit, avec un bénéfice net par action de 85 centimes, ils auraient eu un payout ratio de 160% environ. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré ne pas verser de dividende. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de dividende. Ils ont préféré pas verser de dividende et pas avoir de problème peut-être par la suite, comme on ne savait pas comment ça allait se terminer cette crise du Covid. C'est plutôt un bon choix. Je préfère une entreprise qui coupe son dividende pour se restructurer ou faire des acquisitions ou je ne sais quoi, que une entreprise qui augmente chaque année son dividende mais le payout ratio qui explose chaque année, et après au bout d'un moment elle va être obligée de couper son dividende et elle aura d'autres soucis, je pense, si elle n'arrive pas à augmenter son bénéfice net par action. Ensuite, on peut aller voir le ROE. Le ROE, toujours intéressant quand il est au-dessus de 10% dans ce secteur. ROE de Saint-Gobain, 2021 à peu près 13, 14, on est redescendu à peu près à 12. Pour 2024, on devra avoir un ROE vers les 13. Donc pas exceptionnel, mais intéressant dans la moyenne et qui devrait en l'avenir augmenter. Donc intéressant de voir dans les prochaines années si Saint-Gobain arrivera aussi à augmenter son ROE qui correspond au c'est les capitaux, c'est plus il est élevé le ROE, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc c'est toujours bon quand les capitaux sont rentables. Ensuite, on peut finir avec le leverage en rapport avec les dettes, la santé financière, comme on voit ici. Leverage, pareil, un leverage pour moi inférieur à 3 fois, surtout par les temps qui courent avec un peu de volatilité sur la hausse des taux, etc. Donc une fois, c'est bien pour Saint-Gobain, c'est stable, donc c'est très bien, je pense, au niveau du leverage pour Saint-Gobain. Donc voilà ce petit tour d'horizon rapide sur Saint-Gobain au niveau de Zone Bourse. Pour moi, c'est une entreprise, je pense, qui a encore des beaux atouts
pour les années à venir dans son secteur d'activité, l'isolation, de plus en plus de pays. En plus, elle peut avoir, comme en France, des aides pour les particuliers, même je pense les entreprises, pour l'isolation, avec l'énergie maintenant de plus en plus chère aussi. Donc, que ce soit même les bâtiments publics, les résidences, et maintenant, comme on voit le classement énergique pour vendre un appartement, etc., faut de l'isolation. Donc, elle est leader dans son domaine. Donc, je pense qu'elle a encore de belles années devant elle, Saint-Gobain. On va passer maintenant sur Morning pour voir à peu près comme on a vu sur LVMH. Donc, Morning, au niveau de son rendement sur dividende, pas négligeable, presque 3%. Donc, c'est vraiment pas mal. Au niveau des scores sûreté, dividende, score de croissance, on est sur du 12, du 7. Croissance du dividende, on est sur du 9% par an. Donc c'est toujours bien quand l'entreprise augmente son dividende chaque année. Bénéfice net par action, on a vu à peu près à 5,69. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Sa droite de régression, on est sur depuis 2008 jusqu'à maintenant, on a vraiment explosé son cours qu'on verra tout de suite après sur TradingView. On est sur 2 écarts types. Donc on verra, je pense pas que ça soit le moment de rentrer du Saint-Gobain pour du très long terme. On verra les zones techniques qui peuvent être intéressantes. Là, au niveau de la droite de régression, ça serait vers 53 €. Est-ce qu'on y reviendra dans un futur proche? Je n'en sais rien, mais voilà, il y a un flux acheteur depuis ces points bas de 2022. On avait fait 2 écarts types en bas, là on a fait 2 écarts types en haut, donc on voit quand même dans le passé aussi Saint-Gobain navigue sur largement plus d'un écart type au niveau de sa droite de régression. Donc c'est souvent des grands swings qu'on verra tout de suite après sur TradingView. Au niveau aussi de ça, on retrouve encore le PER comme on a vu, plutôt faible, 13 fois 12, 7, plutôt un PER faible. La valorisation avec ce petit graphe, pareil, on est sur sa juste valeur théorique qui serait vers les 70 €. Là, le cours est à peu près à 77. Donc on est voilà, on n'est pas loin. 2022, comme on a vu sur le graphe en haut, on était très bas par rapport à sa juste valeur théorique. Là, on est un petit peu au-dessus. Donc on verra bien si elle retrace dans les mois à venir ou pas. Donc au niveau de son dividende, donc dividende sans interruption 3 ans comme on a vu avec 2020, arrêt du dividende. Mais avant, vous voyez, elle versait toujours un dividende, pas en constante augmentation, mais stable. 1,24 €, 1,24 €, elle est montée après 1,26 €, 1,30 €, 1,33 €. La baisse, elle est revenue après en 2021 à 1,33 €. Elle a une belle augmentation. 1,63, 2, 2,10 €. On est sur un versement une fois par an au mois de juin au niveau de Saint-Gobain, et on a vu avec un rendement de presque 3%, donc pas négligeable du tout. Ensuite, on peut aller voir sa segmentation des ventes. Bon, c'est un peu parce qu'en fait, Saint-Gobain, je vais vous les dire, Saint-Gobain, c'est 19% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Amérique, 4% en Asie Pacifique, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique, 31%, Europe du Nord, 25%, et après, dans la répartition que j'ai trouvée sur leur site internet, on a les solutions haute performance, 21% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, pour conclure sur cette segmentation des ventes, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est tout ce qui est Amérique. Ils ont fait une acquisition il y a peu de temps d'une entreprise au Canada. Donc toujours intéressant dans ces secteurs, Canada, Europe du Nord, qui bien évidemment sont des pays où l'isolation est primordiale vu le climat. Vu le climat, il faut isoler les maisons pour pas avoir de perte de chaleur. Et c'est la même chose pour les pays du Sud, au final, même si c'est pas pour la même utilisation, mais pour pas qu'il fasse trop chaud. Donc c'est pour ça que Saint-Gobain est intéressante, parce que il faut de l'isolation, quoi qu'il arrive, quand ça fait chaud ou quand ça fait froid.
personnellement dans nos maisons. On a du double vitrage, on a de la laine de verre, etc. Ça marche pour les 2 saisons. Donc Saint-Gobain a, je pense, étant leader, un des leaders mondiaux dans ce domaine, a encore de belles années devant elle. Donc voilà, après on retrouve la même chose, la finance avec son chiffre d'affaires comme on a vu. Donc je vous invite vraiment, si vous connaissez pas ce site, à y faire un tour, parce qu'on va pas passer 1 heure sur Morning et sur Zone Bourse. J'essaye de faire du mieux possible avec les choses les plus intéressantes à regarder et à surveiller. Et on va finir avec TradingView et Saint-Gobain. Donc là, je suis en données hebdomadaires. On va se mettre rapidement en mensuel pour voir comment ça s'est passé avant. Donc on voit Saint-Gobain en 99, 2000. On était sur un cours qui oscillait entre 50 euros et entre 30 euros, 50 euros. Après, on a fait une très belle envolée 2002 jusqu'en 2007. Après, forte chute. Et après, on s'est mis un peu sur en mensuel sur un peu un range, mais plutôt avec une petite pente. Après, on a fait un plus bas avec le crash du Covid, pile poil sur les plus bas de 2009 et de 2003, voire son introduction en 95. Et après, bah là, très belle tendance haussière. Alors, est-ce que ça va continuer? J'en sais rien. Est-ce que on va faire comme ça? On va aller vers les 86, qui est un record absolu sur Saint-Gobain, et après rechuter. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une très très belle tendance post-Covid. On va se mettre en hebdomadaire pour voir de plus près après les zones techniques, je pense, à surveiller. Donc on retrouve le support oblique haussier qui commence au crash du Covid 2020. Après on a la première hausse, la consolidation, et là on est pour moi dans une deuxième jambe de hausse. Que j'aimerais sur Saint-Gobain, c'est un retour peut-être vers les 62 euros, parce qu'on voit la moyenne mobile 200 hebdomadaire. À chaque fois, on y revient. Quand on est en dessous, on est en dessous. Quand on arrive à passer au-dessus, on revient sur les années à qui suivent, vers cette moyenne mobile 2014, 2016. Là, on était passé en dessous en 2020. On est monté jusqu'à 68 euros en novembre 2021. Et après, on a rechuté. On est retourné vers cette moyenne mobile 200 hebdo. Là, pareil, on est monté. On peut peut-être aussi, voilà, peut-être une petite consolidation ici vers cette moyenne mobile 200. Et là, on s'éloigne vraiment beaucoup de cette moyenne mobile 200 sur Saint-Gobain. Donc, je pense qu'il va y avoir une consolidation peut-être dans les prochains mois, fin d'année, je n'en sais rien. Mais pour moi, 80 euros pour du très long terme, Saint-Gobain, m'intéresse pas. Je suis pas actionnaire de Saint-Gobain pour le moment parce que j'ai pas un point d'entrée optimum à mon personnellement pour ma stratégie. Donc je laisse faire, j'ai mes zones. On verra bien si elle revient premièrement vers les 68 euros, deuxièmement vers les 61, 62 euros. Voilà, ce que j'aimerais, c'est quelque chose comme ça. Bon, peut-être pas en ligne droite, mais que ça zigzag et qu'on revienne sur peut-être l'année prochaine, 2025, sur le début d'année prochaine, vers les 62 euros, et voir si vers cette moyenne mobile 200 hebdo, ce support oblique haussier plutôt de moyen long terme, et on a une réaction positive sur Saint-Gobain. Donc voilà au niveau de la technique, de l'analyse technique pour Saint-Gobain, qui pour moi est beaucoup trop haute actuellement pour un investisseur de très long terme sur Saint-Gobain. Donc on va passer maintenant à Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica aussi, très belle entreprise, je pense, avec des belles années devant elle. Pas actionnaire pour le moment, mais je regarde de très près parce que je pense qu'elle a des atouts à faire valoir dans les prochaines années. On va voir tout ça ensemble. On va commencer par les ratios financiers avec son compte de résultats, voir son historique. On est aussi sur des très très belles progressions de chiffre d'affaires. On voit 2021, 2022, 2023, 2024, ça augmente. Ça devrait se poursuivre. On a un chiffre d'affaires qui augmente, des marges qui augmentent aussi chaque année. On est en 2023 on était vers 17% de marge d'exploitation, vraiment pas mal. 2024, on serait aussi vers 17%. Donc c'est encourageant pour l'avenir, je pense, Essilor Luxottica. Donc compte de résultats prometteur.
à voir si les prévisions se confirment dans les années à venir au niveau des Essilor-Luxottica. On va continuer avec, on peut aller voir le PER. Donc le PER d'Essilor-Luxottica, 671 en 2020, mais on va essayer de voir dans le passé, voilà, on est toujours aux alentours des 30, 20, 30, 30, 27, 55 en 2019, 57, après on est rebaissé à 35. Voilà, on est quand même sur une entreprise qui est assez recherchée et qui a une valorisation plutôt plutôt haute, parce qu'on voit 2022-2023 vers les 35 fois. Si on regarde avant le crash du Covid, on était plutôt vers 27, 32, 28, 32, on était aux alentours des 30. Là, on commence à augmenter un peu, on vient de passer la barre des 35 fois. Donc, on verra bien si c'est justifié ou pas. Après, bon, c'est pas une valorisation extrême, hein, 35 au niveau du PER de Essilor-Luxottica, mais à suivre pour les années à venir. Donc le PER plutôt vers les 35. On va aller voir le ROE pour voir la rentabilité au niveau des Essilor-Luxottica. Donc un ROE plutôt faible, 5%, 2%, 6%, 8%. Là, c'est pardon, c'est pareil. Ce qui est intéressant de voir au niveau du ROE, c'est déjà par rapport à son historique. On est 6, 7, 7,65. Ça a tendance quand même à augmenter chaque année, donc c'est plutôt positif. Là, on serait peut-être à 8,23. Après, il faut savoir ici leur Luxottica, ce que j'aime bien, c'est son métier, parce qu'on est sur des lunettes. Donc des lunettes de vue pour tout le monde. On a un vieillissement de la population, donc je pense qu'il y a des parts de marché à aller chercher. Et on verra la répartition de son chiffre d'affaires. On a tout ce qui est consommation discrétionnaire, avec par exemple les lunettes de soleil. Là, il y a eu récemment des rumeurs qui ont été confirmées par Essilor-Luxottica avec peut-être Meta qui toque à la porte. Donc quand il y a Meta qui toque à la porte, c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Pour les lunettes d'intelligence artificielle, pour Meta et peut-être une collaboration avec Essilor-Luxottica. Donc j'ai envie de dire qu'en fait Essilor-Luxottica gagne sur les deux tableaux. On a la population vieillissante, donc les problèmes de vue, les lunettes qui puisaient avec des revenus récurrents, parce qu'on a par exemple en France la Sécu, les mutuelles, etc. Donc c'est la santé, et on a entre guillemets les lunettes plus de luxe, voire pour les entre guillemets les jeunes, avec prochainement avec les lunettes de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, etc. Donc plein de choses, je pense, encourageant pour l'avenir au niveau de ce métier-là, et qui puisait leader dans son domaine. Donc je pense de belles années devant elle. On va continuer avec le bénéfice net par action, parce que Essilor-Luxottica verse aussi un dividende. Donc le bénéfice net par action, très faible 2020, donc 3,28 en 2021, on a monté à 4,83, 5,08, là on sera à 6, donc c'est des belles augmentations chaque année, 47%, bon là 5%, là on serait sur du 19 sur cette année 2024, donc c'est vraiment, vraiment pas mal, parce qu'on a un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Donc comme d'habitude, Essilor-Luxottica pourra aussi augmenter son dividende. On va aller voir tout de suite son payout ratio maintenant. Le payout ratio pour voir ses dividendes par action divisé par le bénéfice net par action. Donc ça exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc pareil, là on est sur un payout ratio toujours vers les 70%, 76, 77, 65, avant le Covid, 50, 42. Donc on voit pareil que sa tendance aussi
pour Essilor à augmenter au niveau du put ratio. Donc attention, c'est à surveiller, pas de grand danger, parce que déjà son bénéfice net par action augmente, mais son dividende augmente plus que son bénéfice net par action. Donc ça nous fait un put ratio qui aussi augmente 66, 77, là 65, et avant on était à 50, moins de 50. Donc on va voir dans les années à venir si elle arrive à tenir ce rythme-là, ou si on a soit une stagnation du dividende, soit une baisse du dividende, mais on verra bien, avec un PE ratio qui quand même est au-dessus des 50%, qui se rapproche vers les 80%. Donc attention au niveau du PE ratio d'Essilor Luxottica. Ensuite, on peut aller voir les dettes, tout ce qui concerne un peu la santé financière avec le leverage au niveau d'Essilor Luxottica. Donc au niveau du leverage, on peut retrouver leverage, pardon, 1,77 fois, une fois 0,82 pour 2024, 0,93. Donc rien à signaler, on arrive à passer en dessous du une fois, donc très intéressant, très bien au niveau du leverage pour Essilor Luxottica. Ensuite, au niveau de zone bourse, pareil, je vous laisserai aller fouiller tout ça, parce que c'est un site très intéressant à fouiller, à regarder. On peut voir son rendement là, son rendement aussi de dividendes. On voit son rendement augmente chaque année, parce que son dividende, on va voir tout de suite sur Morning, augmente aussi. Donc voilà au niveau d'Essilor Luxottica sur zone bourse. On va passer maintenant sur Morning. Donc on a un rendement d'environ 2%. On a une sûreté de dividende, score croissance aussi correct, 15%, 15%, 15 sur 20, 10 sur 20 au niveau du score de croissance. Et on voit une belle augmentation de dividendes. 5 dernières années, 16% par an. Donc c'est pas rien. On retrouve notre bénéfice net par action, le PER un peu élevé comme on a vu. Au niveau de son graphique droite de régression depuis 2008, on serait vers sa droite, là, 207. On est vers les 200 €. Donc voilà, il suit plutôt bien. Des fois, on fait un écart type au-dessus, en dessous. Là, on est au milieu. On est sur entre guillemets son prix moyen depuis 2008 avec son augmentation. Donc on verra bien si ça va continuer à la hausse ou plutôt baisser. Affaire à suivre. Au niveau de son PER, bon, on a vu, valorisation, pareil, sera un peu au-dessus de sa juste valeur théorique. On verra bien dans le futur. Donc maintenant, passons aux dividendes. Donc c'est quand même une entreprise qui verse un dividende depuis plus de 30 ans sans interruption. Donc un très bon point positif. On est sur un versement par an au mois de juin. Et au niveau des sommes, on voit chaque année ça augmente. 2012 jusqu'en 2019, des augmentations. 2020, 2021, ils n'ont pas coupé leurs dividendes, ils l'ont baissé. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce qu'ils auraient bien pu le couper comme certaines entreprises, mais ils ont préféré le baisser. Ils l'ont baissé durant 2 années. Et après, belle augmentation parce que ça allait mieux, etc. Ils l'ont augmenté à 2,51 €. Là, on a 3,23, 3,93, 3,95, pardon. Donc là, on voit des très fortes augmentations ces 3 dernières années. Donc on va voir si ça peut durer sur ce rythme-là. Parce qu'on a vu au niveau du payout ratio, ça commence à monter vers les 80%. Donc on est curieux de voir dans les 2-3 prochaines années si on arrive par exemple à passer les 4 € de dividendes. Après, bien évidemment, si son bénéfice net par action explose, parce que bon, il y a Meta, etc., je n'en sais rien pourquoi, elle arrivera à augmenter son dividende. Bien évidemment, son cours de bourse augmentera aussi, mais voilà, faut que son bénéfice net par action augmente pour pouvoir pas se mettre en difficulté avec son payout ratio. Après, bon, on va avoir comme d'habitude la segmentation des ventes par secteur géographique. Donc on a les États-Unis 44%, on a EMEA qui est l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique 20%.
On a France, Irlande, Royaume-Uni, Irlande 16%, l'Asie-Pacifique 12% et l'Amérique latine 6%. Donc on a aussi plutôt une bonne répartition géographique, je pense, avec quand même beaucoup de chiffres d'affaires réalisés aux États-Unis, 44%. Après, je ne sais pas exactement la France, parce que là on voit que c'est avec l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, mais ça fait 16%. Donc voilà, peut-être 10% en France ou voire moins. Après, on a tout ce qui est Moyen-Orient, Afrique et le reste de l'Europe 20%, donc c'est plutôt pas mal. Et on a l'Asie-Pacifique 12%, je pense aussi intéressant à être exposé en Asie dans ce secteur d'activité, que ce soit les lunettes de vue, comme je vous l'ai dit, avec la population qui a vieillissante, qui en aura de plus en plus besoin avec toute la technologie, les télés, les ordinateurs, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des lunettes. Et comme je vous l'ai dit, avec la technologie qui les casques de réalité virtuelle, peut-être dans le futur ça sera des lunettes, on n'aura même plus de téléphone portable, ça sera dans les lunettes. Et je pense qu'il y a un énorme marché à aller chercher pour EssilorLuxottica. C'est pour ça la nouvelle avec Meta me paraît très intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Au niveau aussi de son secteur, comme je vous l'ai dit, on a la partie solutions professionnelles avec 48%. C'est quand on va voir l'ophtalmo, une ordonnance pour prendre une paire de lunettes, et qu'on va en boutique, et la plupart du temps les lunettes, les verres aussi, parce qu'il y a les verres, et les lunettes sont faites par EssilorLuxottica. Donc ça c'est très intéressant d'être dans la santé avec Essilor, parce que c'est des revenus, je crois que j'ai été voir sur leur site, c'est 70% de chiffre d'affaires qui est des revenus récurrents avec les ministères de la santé, etc., etc., les mutuelles, etc. Donc très intéressant, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il y aura des lunettes qui vont être vendues par EssilorLuxottica. Et après, on a 52% qui sont directement aux consommateurs. C'est plus tout ce qui est lunettes de soleil, bien évidemment. Voilà, les lunettes de soleil qu'on achète par plaisir, les lunettes un peu de luxe, etc. Donc au niveau de la segmentation des ventes, que je trouve très intéressante pour EssilorLuxottica. Là pareil, je vous laisserai regarder si vous voulez plus de détails sur Morning pour EssilorLuxottica. Maintenant on va passer graphiquement pour voir l'historique du cours, etc. On va se mettre en mensuel pour voir que c'est une très forte tendance haussière. On voit la moyenne mobile 50 mensuelle qu'on peut comme objectif. On voit 2014, on était revenu, 2016, après on avait fait quelques mois en dessous en 2019, le crash du Covid aussi, on était passé en dessous de cette moyenne mobile 50 mensuelle, et puis après, très beau point d'appui en 2022, et puis là, la dernière baisse sur Essilor, c'est en 2023. Là, on est sur des records. On est sur des records. On est à 211 euros. On ne doit pas être loin d'un record. Je vais le mettre rapidement. Ouais, on est là au moment de la vidéo. Non, pas un record, parce qu'il faudrait clôture 212,30 €. C'était cette bougie du 4 avril. Le record au niveau des Essilor. Là, on est vraiment sur une zone de résistance. Voilà, on va ajuster ça. Et on a vu là, on voit ce gros gap haussier de plus 8%. C'était au lendemain des résultats et la rumeur avec Meta, donc bien évidemment ça pousse à la hausse tout ça. On est sur une zone de résistance, donc bien évidemment je surveille de près, mais je pense pas que ce soit le moment d'en acheter sur des records pour du très long terme. Faut, je pense, patienter durant les prochains mois sur Essilor. Voilà mes zones d'intérêt que je vous parle durant mes vidéos en hebdomadaire. Là, la grosse résistance à 211. Première zone court terme vers les 195, mais pour moi EssilorLuxottica vers 180, entre 180 et 185 me paraît une très belle zone à surveiller pour du très long terme, soit la moyenne mobile 200 hebdomadaire. J'ai aussi un support oblique haussier
qui commence lors du crash du Covid. Donc on verra si dans les prochains mois il retourne vers les 180, 185 euros. On avait une sorte de triangle ici qu'on a bien passé par le haut. On a fait presque un pullback vers les 185 et là on est reparti. Donc on verra dans les mois à venir sur Essilor Luxottica. Je pense pas que ça soit le moment de commencer à bâtir une position très long terme, à regarder sur du court terme bien évidemment, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc pour conclure sur Essilor Luxottica, fondamentalement, elle a des choses très intéressantes, je pense, pour les années à venir. Techniquement, on est sur une très très belle tendance haussière très long terme. On est à la limite, là, en ce moment, sur des nouveaux records absolus du cours d'Essilor. Donc je pense, patience, il y aura, je pense, des points d'entrée dans quelques mois. De toute façon, Essilor, je vous la fais suivre dans mes revues techniques mensuelles. Donc on verra bien si elle retourne vers les 190 euros dans un futur proche. Allez, on continue maintenant avec Air Liquide. Air Liquide, je suis actionnaire de Air Liquide, comme beaucoup, je pense, d'investisseurs dans un PEA. Pour moi, c'est une très très belle aussi entreprise, fondamentalement, même pour l'avenir. Toujours des bons résultats. Là, dernièrement, la semaine dernière, les résultats du premier semestre n'ont pas été voilà, exceptionnels, mais en ligne avec les attentes. Les perspectives sont plutôt bonnes, voire très bonnes pour Air Liquide. Donc il n'y a pas eu énormément de volatilité la semaine dernière suite aux résultats. Moi, j'attends un point d'entrée pour compléter ma ligne d'Air Liquide. On verra ça sur TradingView. Au niveau des fondamentaux, avec son compte de résultats, son historique, pareil, on est sur une belle augmentation de chiffre d'affaires. Post-Covid, 2021, 2022, une explosion, 2023, une petite baisse. Là, 2024, on serait aussi sur une petite baisse en chiffre d'affaires au niveau de 2023. Mais une marge d'exploitation qui ne fait qu'augmenter depuis 2022, donc c'est très intéressant. On est presque à 20% de marge d'exploitation, donc c'est vraiment pas mal, 20% de marge d'exploitation, et après on verra si les prévisions sont bonnes, comme on voit sur Zone Bourse avec des marges d'exploitation nettes qui augmenteraient chaque année, un chiffre d'affaires qui repartirait aussi à la hausse. Bon, c'est que des prévisions, bien évidemment, tout peut arriver, mais ce qui est déjà intéressant, c'est que 2022-2023 baisse du chiffre d'affaires, mais des marges qui ont bien augmenté. Ensuite, on va aller voir le PER, comme pour les autres. Le PER sur Saint-Gobain, sur Air Liquide, on voit qu'on a un PER moyen sur les 5 dernières années de 27 fois sur Air Liquide. Voilà, là on était à 29, on va être sûrement vers 27. Après, on a un PER stable. On n'a pas un PER, on va dire, on n'a pas une valorisation très faible, plutôt une valorisation, je ne vais pas dire conséquente, mais plutôt sur la fourchette haute au niveau du PER, mettant voilà, tant qu'on n'explose pas avec entre guillemets une bulle avec une hausse spectaculaire du cours et un PER qui passerait peut-être à 35 ou 40 fois, là faudrait peut-être se dire attention, peut-être danger à venir. Là on est sur un cours de bourse qui suit sa vie, un PER qui stagne vers les 27 fois parce que bénéfice net par action augmente en même temps que son cours de bourse, donc c'est tout à fait sain ce genre de configuration des années précédentes au niveau d'Air Liquide, et j'ai envie de dire pourvu que ça dure, parce que bon, pour le moment Air Liquide ça fait de nombreuses années qu'elle ne déçoit pas, donc est actionnaire pourvu que ça dure. Ensuite on peut aller voir le ROE pour voir la rentabilité d'Air Liquide. Donc le ROE, les 5 dernières années, on était sur un ROE 13%, 12%, 12, donc très stable. C'est pas des augmentations fulgurantes chaque année, mais voilà, après le Covid, on était à 12, on est resté à 12 pendant 3 ans. Là, 2024, peut-être 14%, ça serait pas mal. Et puis 2025, on voit que ça augmente un petit peu, mais
tant qu'on n'a pas une chute du ROE, c'est intéressant et c'est plutôt encourageant pour la suite. Ensuite, au niveau du leverage, tout ce qui concerne les dettes, etc. Pour Air Liquide, c'est la capacité à l'entreprise pour rembourser sa dette. Ça exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc au niveau d'Air Liquide, rien à signaler de particulier. On est à peu près à 2 fois. On baisse chaque année. Donc c'est très positif. Quand on a un leverage qui baisse chaque année et qui tourne aux alentours d'une fois pour 2024, prévision pareil, 22, donc intéressant et très stable au niveau du leverage pour Air Liquide. Ensuite, on va aller voir au niveau du bénéfice net par action. Bénéfice net par action pour Air Liquide, pareil. On est sur un bénéfice net par action qui était à 4,50 € en 2021. Il est monté à 4,81, 5,36 2023. Pour cette année, peut-être 6 €. Et on voit aussi la variation est très tous les ans ça augmente un petit peu, 5%, 6%, 11%, 14%, et puis après on verra bien dans les prochaines années, mais c'est intéressant parce que Air Liquide c'est une entreprise aussi qui verse un dividende depuis de nombreuses années et qui augmente son dividende chaque année. Donc si on a un bénéfice net par action qui augmente, et ça permet d'augmenter son dividende sans se mettre en difficulté avec le payout ratio qu'on va voir tout de suite. Donc au niveau du payout ratio pour Air Liquide, donc on l'a, contrairement par exemple à Saint-Gobain qui est aux alentours des 30%, Air Liquide on est toujours vers les 50, on était à 53, 53, 54, 54, là on va peut-être baisser vers les 52, après 49. Donc elle arrive. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est historiquement, par rapport à l'entreprise que j'analyse, à combien son payout ratio était dans le passé. Si on a Air Liquide qui est toujours aux alentours des 50%, elle arrive à très bien maîtriser son entreprise avec un payout ratio vers les 50%. Donc pourvu que ça dure, là, ça serait même très intéressant si elle arrive à le faire baisser. Voilà, elle pourrait peut-être faire un versement de dividendes exceptionnel, je n'en sais rien, mais on voit 49, 49, 47 dans les années à venir. Donc tant qu'elle arrivera à augmenter son bénéfice net par action, elle pourra augmenter sa somme de dividendes et etc. pourvu que ça dure. Ensuite, donc on a vu le bénéfice net par action, on a vu le PER, le payout ratio, le leverage. Donc voilà, assez rapide Air Liquide parce que c'est pour moi une très belle entreprise fondamentalement, un carnet de commandes pour les résultats là, du premier semestre qui sont plutôt pleins avec de belles perspectives dans cette fin d'année, cette deuxième partie d'année et début 2025. On verra si elle confirme avec ses résultats annuels cette fin d'année. Et puis on va suivre ça de près. De toute façon, je vous en reparlerai samedi dans mon récap mensuel comme j'ai Air Liquide, comme LVMH. On verra les deux techniquement ce que ça donne et où j'en suis au niveau de mon PEA sur Bourse Direct. Voilà au niveau de Air Liquide. On va passer maintenant sur Morning. Donc sur Morning, on voit le rendement sur dividende un peu inférieur à 2%. Donc c'est pas énorme, ça je vous l'accorde, mais c'est une valeur de croissance. On ne peut pas comparer du Air Liquide avec du BNP Paribas au niveau du dividende. C'est pas le même métier et les entreprises ne font pas la même chose. Donc voilà, il faut comparer à ce qui est comparable au niveau du dividende par rapport au secteur d'activité. Donc sur tes dividendes très sûrs, 17, score de croissance est un peu en baisse à 7. On voit la croissance du dividende qui n'est pas exceptionnelle parce qu'on va voir le graphique, mais qui augmente chaque année et qui est versé depuis on va voir le dividende depuis plus de 30 ans. Donc c'est vraiment bien quand une entreprise française
Comme Air Liquide arrive à verser un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans, presque en constante augmentation, sauf en 2019, là il est resté à 1,99 €, mais on voit très beau graphique au niveau de son dividende, ça augmente quelques centimes chaque année, donc ça nous fait toujours un rendement vers les 2%, parce que son cours de bourse augmente aussi. On verra graphiquement que c'est plutôt une très très belle tendance haussière. Donc si on a un cours de bourse qui augmente chaque année et un dividende qui augmente aussi chaque année, ça nous fait un rendement sur dividende qui reste stable. C'est aussi, ça me fait penser à certaines entreprises qui versent, par exemple, si Air Liquide chute violemment en bourse avec un dividende à 2,40 € et si elle chute, mécaniquement son rendement sur dividende va augmenter aussi fortement. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir une entreprise sur une énorme tendance haussière très long terme et entre guillemets un petit rendement sur dividende de 2% et un dividende qui augmente chaque année, ou une entreprise qui est, je ne vais pas dire en chute libre, mais qui est sur une grosse tendance baissière et un dividende qui est stable, même qui augmente chaque année, et vous êtes en moins-value parce que vous êtes actionnaire. Je pense que la première des solutions est la meilleure pour le futur. Après, bien évidemment, chacun a sa stratégie, mais pour ma part, je préfère une action qui augmente graphiquement tous les ans, avec une belle tendance haussière, un rendement sur dividende qui peut-être baissera, parce que si elle explose à la hausse, mécaniquement ça baissera, que l'inverse. Droite de régression sur Air Liquide, on voit la belle tendance haussière, on voit qu'elle suit plutôt bien sa droite. Des fois on est un peu en dessous, on fait des fois un petit écart type, là on serait un peu au-dessus au niveau de sa droite de régression qui serait vers les 150, on est vers les 170 €, donc ça suit, on voit quand même que Air Liquide, on était sur des 25-26 € en 2010, et là on est à 172, quand je vous parle de tendance haussière, c'est exactement le cas avec Air Liquide. Ensuite, au niveau de PER, on l'a vu, sa valorisation, pareil, valorisation vers les 163 €. Là, ça nous indique à 85. Bon, je pense que c'est un peu bas, 85 € pour Air Liquide. On verra bien si elle retourne vers cette juste valeur théorique qui est faite. Ce graphique est fait par rapport à plein de statistiques sur Morning, mais bien évidemment c'est pas la science infuse ce genre de graphique. Donc dividende, on a fait le point, très intéressant le dividende d'Air Liquide parce que versé depuis plus de 30 ans, c'est un versement au mois de mai une fois par an, donc on verra bien l'année prochaine. Ensuite, la segmentation des ventes, aussi important à regarder. On est sur au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires géographiquement. États-Unis 30%, Europe 30%, Asie-Pacifique 19%, on est exposé à 12% en France, et l'Amérique 6%. Donc c'est une bonne répartition sur trois zones économiquement intéressante sur la planète. On est sur du 30, 40, un peu plus de 40, 42% si on met France avec l'Europe, et l'Asie 19, et si on rajoute 37% toute l'Amérique. Pour moi, c'est intéressant, voilà, quand je vois 12% de chiffre d'affaires en France par les temps qui courent, je me dis c'est une belle répartition géographiquement au niveau d'Air Liquide. On verra bien, il y a peut-être des parts de marché à aller chercher, parce que là on n'a pas tout ce qui est Afrique et tout qui est en plein développement économique, donc je pense que aussi Air Liquide a un peu un leader mondial dans ce domaine. Et on voit son secteur, c'est le gaz. On a tout ce qui est marché technologies mondiaux, 3%, ingénierie et construction, 2%. Donc voilà, pas grand chose non plus à dire au niveau de son secteur.
On a tous vu des camions Air Liquide, ce qui concerne par exemple les hôpitaux, etc. On a encore, je pense, de belles années, elle a encore de belles années devant elle, avec une entreprise qui est pour le moment très bien gérée depuis de nombreuses années. Donc pourvu que ça dure. Ensuite, au niveau, ça on a vu sur Zone Bourse, pareil, on va pas s'attarder là-dessus. Et puis on va passer directement sur la technique au niveau d'Air Liquide. Sur TradingView comme d'habitude, on en reparlera samedi comme je vous l'ai dit. Étant actionnaire, ça fait depuis juin 2022 quand même que je n'ai pas repris d'action Air Liquide. C'est ces droites verticales. Voilà, si on se met en mensuel, Air Liquide, c'est vraiment une très très belle tendance haussière. On voit jamais s'est rapproché de sa moyenne mobile 200 mensuelle. On a la moyenne mobile 50 mensuelle qui joue bien ce rôle de support dynamique. On n'y revient pas non plus tous les ans, mais 2011, 2016, là on a fait une mèche basse avec le Covid. Récemment, 2022, ici sur cette moyenne mobile 50. Et là on est sur un beau petit canal haussier que je vous ai tracé. Pour ma part, 167, je pense qu'on peut peut-être aller chercher un peu plus bas pour Air Liquide. Vraiment, la zone des 140 euros serait très intéressante, mais bien évidemment, si Air Liquide arrive dans un futur proche à 140 euros, c'est qu'il sera passé quelque chose. Et puis, il y aura, je pense, des dégâts pour les autres aussi. Mais j'attends à 170, même si elle a un peu corrigé. Pour du court terme, il y a peut-être quelque chose à faire. Tant qu'on reste dans ce canal haussier, mais pour ma part du long terme avec pour le moment un bon PRU, j'attendrai peut-être 150 euros pour voir ce qui se passe et voir 140. Ces deux zones d'intérêt me paraissent très intéressantes pour un investisseur très long terme. On voit cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Ici c'était vraiment une très très belle zone en octobre 2022. J'en avais pris un peu avant en mai 2022. Voilà, là c'était une très très belle zone. Parce que depuis, on fait une très belle tendance haussière dans ce canal haussier. Donc affaire à suivre sur Air Liquide. Pour le moment, ça navigue. On est en dessous de cette résistance, zone de polarité que je vous ai noté à 167 euros. De toute façon, j'en reparlerai rapidement samedi. Pour voir aussi où c'est que j'en suis au niveau de ma valorisation d'Air Liquide. Voilà au niveau d'Air Liquide qui est, pour conclure, une entreprise qui colle parfaitement à ma stratégie. C'est, je pense, une entreprise dans beaucoup de PEA, entre guillemets, bon père de famille. Je laisse en fond de portefeuille, je regarde presque jamais la performance du jour d'Air Liquide. Je regarde. Des fois, c'est quand là, par exemple, là, je vous fais la vidéo, ça faisait des semaines que je n'avais pas regardé Air Liquide, sauf si bien évidemment il y a une news et que je vois Air Liquide moins 10%. Mais Air Liquide, c'est assez rare qu'elle fasse, elle n'est pas très très volatile, hein, elle ne va pas nous faire du plus 10 ou du moins 10, c'est très rare qu'elle nous fasse ça, donc c'est parfaitement, je pense, une entreprise qui peut être intéressante sur du très long terme, donc c'est pour ça que j'en ai dans mon portefeuille PEA. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo d'analyse fondamentale et technique avec 4 entreprises du CAC 40. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez que je réitère ce genre de vidéo dans les prochaines semaines, mettez-moi tout ça en commentaire. Peut-être des idées d'entreprise que vous voulez que je vous analyse dans ce format. Si vous avez aussi des remarques, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour ma vidéo mensuelle sur le suivi de mon PEA long terme à dividende sur Bourse Direct. Allez, bye!